va donc commencer cette 26e session de colloquium. Et le titre, comme vous l'avez vu, c'est Cardiologie préventive, nouveautés. Et on a un programme alléchant mais dense. Donc, comme toujours, on fait des présentations courtes pour avoir un maximum d'informations. Et donc, on va essayer, bien évidemment, mon cher Xavier, de respecter ces délais et de faire la police un peu. Je compte sur toi. Voilà, donc on va commencer avec de la dénervation rénale, puisque Niki Prokopy, que vous connaissez, qui travaille ici, va nous raconter la sélection de son premier patient pour une dénervation rénale. Et puis après, on aura Nassim Braïk, qui vient d'Évêquemont, qui est aussi un ancien de la Pitié, qui nous parlera de sa première dénervation rénale. Et on pourra discuter de tout ça après les deux présentations. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter mon premier patient pour une dénervation rénale. Il s'agit de Monsieur H. Donc, il s'agit de Monsieur H, âgé de 53 ans, que nous avions pris en charge en USIC pour des douleurs thoraciques associées à une poussée hypertensive. Donc, dans son mode de vie, il n'avait pas de tabagisme, pas de consommation d'alcool, plutôt sédentaire, avec un IMC normal. Dans ses antécédents, donc, il avait un diabète non insulino-requérant, un syndrome dépressif et des douleurs chroniques diffuses depuis 10 ans suite à un événement traumatisant dans sa vie. Des vomissements post-prandiaux itératifs avec un bilan étiologique de ces vomissements qui était normal malgré de multiples explorations. Et surtout une hypertension artérielle non contrôlée qui évoluait elle aussi depuis 10 ans avec plusieurs épisodes de poussée hypertensive et un bilan d'hypertension artérielle secondaire qui était négatif et qui, malgré des investigations poussées et qui avait déjà été compliqué d'hématomes sous-durales spontanés en contexte de poussée hypertensive, d'AVC punctiforme et de neuropathie optique bilatérale. Et donc voici son traitement habituel. Donc il avait une association de multiples traitements, donc de l'indapamide, un diurétique thiazidique-like, de l'amlodipine, un inhibiteur calcique, un anti-aldostérone, un IEC, un bêta-bloquant, un alpha-bloquant, un antihypertenseur central, associé à ces traitements pour le diabète, pour une dyslipidémie, et un traitement antidépresseur, anxiolytique et aussi des antalgiques pour les douleurs chroniques. Et donc l'histoire, c'est donc un patient qui a consulté aux urgences pour des douleurs thoraciques qui évoluaient depuis 24 heures en contexte de poussée hypertensive avec une pression très élevée en automesure à 220 de systolique et 115 de diastolique. Il déclarait une bonne observance à ses traitements puisqu'il était capable de réciter donc, son traitement par cœur. Il avait l'air de très bien connaître. Il décrivait effectivement des vomissements post-prandiaux itératifs qui n'avaient jamais été expliqués ni contrôlés et une bonne observance également au régime hyposodé. Et donc dans le bilan qui a été réalisé, évidemment, il a eu un électrocardiogramme devant ses douleurs thoraciques qui est un ECG d'HVG assez classique avec donc un index de Sokolov supérieur à 35 et des ondes négatives en V5, V6, D1, AVL. À l'examen clinique, effectivement, il avait une hypertension artérielle avec une pression artérielle à 190-100 mm de mercure. Et l'examen clinique était sans particularité. Il n'y avait pas de déficit neurologique en particulier. Donc l'examen qui a été réalisé, donc douleur thoracique, hypertension, évidemment, on a éliminé la dissection aortique par la réalisation d'un angioscanner. Sur le bilan biologique, donc il avait une créatinine normale, une kaliémie normale, une troponine augmentée en plateau à 551 pour une norme inférieure à 14 et les paramètres que je vous ai mis là, donc le LDL et l'hémoglobine glyquée, qui témoignent quand même d'une prise médicamenteuse puisqu'il avait un diabète modéré, enfin pas totalement non contrôlé, et un LDL plutôt bas. Son ECG mettait en évidence donc une hypertrophie ventriculaire gauche homogène avec une masse à 160 grammes par mètre carré, modérément dilatée, avec une FEVG conservée à 50%, sans trouble de la cinétique segmentaire. Et devant cette élévation de la troponine, on a réalisé une coronarographie qui mettait en évidence un athérome tritronculaire sans sténose serrée. Et donc finalement, on se retrouve avec un patient qui est sous heptathérapie, non contrôlé, qui semble être observant à la fois à ses traitements et au régime hyposodé, et qui a cette histoire de vomissements itératifs qui ne répondent pas au traitement. Et donc,
on a pensé évidemment à la dénervation rénale, puisqu'il s'agit d'une méthode non médicamenteuse pour essayer de contrôler la pression artérielle. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, puisque c'est le Dr Brake qui le présentera juste après. Donc le principe, c'est une ablation de l'innervation qui se situe au niveau des artères rénales et dont l'effet est de bloquer les effets de cette innervation qui va, donc lorsque on a une activation du système sympathique, il va y avoir une stimulation donc des récepteurs, une activation des récepteurs bêta et alpha au niveau rénal qui vont entraîner une augmentation de la sécrétion de rénine, une augmentation de la réabsorption de sodium ainsi qu'une diminution de l'excrétion de sodium et une vasoconstriction locale qui va entraîner une diminution de la perfusion rénale à l'extrême lorsque l'activation est très importante. Et donc, que disent les dernières recommandations sur l'indication de la dénervation rénale? Donc, on a les recommandations de la Société européenne d'hypertension de 2023 et les recommandations de la Société de cardiologie 2024. Et toutes les deux sont plutôt concordantes sur l'indication de l'hypertension artérielle résistante avec un DFG supérieur à 40 ml par minute. L'autre possibilité qui est mise en avant dans ces recommandations, c'est après une discussion avec le patient, même en cas de traitement avec moins de 3 traitements, un patient qui est sous moins de 3 traitements et qui souhaiterait accéder à la dénervation rénale pour avoir soit une meilleure qualité de vie si les traitements entraînent des effets secondaires ou si la prise des traitements est compliquée. Donc notre patient rentrait totalement dans le cadre des recommandations. Et donc, si on tient compte des recommandations, ça veut dire qu'il y a beaucoup de patients qui seraient concernés par la dénervation rénale, puisque là, c'est une étude de cohorte américaine et qui a montré que 20% des patients hypertendus ont une hypertension artérielle résistante. Donc, on a une population cible qui est très importante. J'ai pas les chiffres français, mais en tout cas, en France, on estime qu'il y a environ 11 millions de patients hypertendus, sans compter ceux qui s'ignorent. Et donc, même si on avait 20% des patients en France, ce serait 2 millions de patients cibles. En revanche, les critères de remboursement de l'HAS sont un petit peu plus stricts et par contre, il faut une quadrithérapie pour avoir le dispositif de radiofréquence remboursé. Donc, ça diminue l'accès à la dénervation rénale pour l'instant. Et enfin, quand on discute avec le patient, il faut lui parler de l'efficacité, pourquoi on lui propose, qu'est-ce qu'on attend de cette procédure. Et donc, en termes de chiffres, donc la procédure de dénervation rénale a été étudiée sur plus de 10 essais randomisés. Donc, c'est des études qui ont étudié dénervation rénale versus procédure factice. Et maintenant, on commence à avoir pas mal de données. Et le critère de jugement de ces études, c'est la réduction de la pression artérielle systolique et ou diastolique à 2 à 3 mois. Et l'effet global qui a été évalué dans cette méta-analyse, elle est d'une diminution de la pression artérielle systolique d'environ 6,6 mm de mercure au cabinet et une réduction de 3,5 mm de mercure sur la pression artérielle diastolique prise au cabinet. Ensuite, quel est le taux de succès de la procédure ? Il faut aussi préciser, et c'est pour ça, je pense que les recommandations insistent sur l'information du patient, c'est qu'il y a quand même, le taux d'efficacité de la dénervation, elle est plutôt autour de 70%, ce qui est pas mal, mais on a quand même 30% de non-répondeurs. Et donc là, il y a plusieurs paramètres qui sont en cours d'étude pour essayer d'affiner notre sélection des patients. Et donc dans ces paramètres, je ne vais pas tout détailler, mais il y a les patients qui ont une activité plasmatique de rénine basale plus élevée. On a des données contradictoires sur le sujet. Une piste intéressante serait la fréquence cardiaque basale plus élevée, qui témoignerait d'une activation sympathique plus importante. Et donc les patients avec une fréquence cardiaque à plus 70 auraient mieux répondu à la dénervation dans l'étude spirale. Notre patient était dans ce cas-là, il avait une fréquence cardiaque basale à 90. Et sinon, il y a l'hypertension orthostatique. En conclusion, donc notre patient est rentré totalement dans les indications et la dénervation rénale est donc une technique innovante, efficace, avec très peu de risques. Et les indications à retenir, je pense surtout, c'est l'hypertension artérielle résistante malgré une association de 3 traitements, dont un diurétique thiazidique. Attention donc aux contre-indications, qui est pour l'instant le DFG inférieur à 40. Il faut le proposer après une discussion collégiale et il y a une part importante à la décision médicale partagée.
Les recommandations HS, donc c'est plus de 4 traitements pour le remboursement du dispositif. Et enfin, une petite proposition de démarche face à un patient qui a une hypertension artérielle. On confirme le déséquilibre tensionnel par une méthode fiable, automesure ou MAPA. Ensuite, on refait le tour, donc vérifier l'absence de causes secondaires, la bonne prise des traitements, l'éducation thérapeutique, le respect des mesures hygiéno-diététiques. Et ensuite, si le patient est dans ce cadre-là et qu'on confirme le déséquilibre malgré une trithérapie, on adresse le patient dans un centre spécialisé pour discuter de la dénervation rénale et qui sera proposé après un bilan pré-interventionnel si pas de contre-indication. Je vous remercie de votre attention. Mes liens d'intérêt sont sur le site web d'Action. Ils sont évidemment très peu nombreux. Là, donc, rapidement, un petit mot de physiopathologie. Pourquoi on dénerve? Comme l'a très bien dit Niki, c'est le système nerveux sympathique a des fibres efférentes et des fibres afférentes. L'objectif de la dénervation, c'est de détruire l'innervation des artères rénales et de détruire et les nerfs efférents et les nerfs afférents. Et les nerfs efférents sont au niveau de l'adventice, les nerfs afférents sont au niveau du tissu périadventiciel. Et donc l'objectif, ça va être de lutter contre ce phénomène que vous a montré le docteur Procopi, de l'impact de l'hyperréactivité rénale concernant le système efférent. C'est la lutte contre la vasoconstriction, l'absorption du sodium et la stimulation du système rénine-angiotensine. Et l'impact de la dénervation du système afférent va être un impact sur tout ce qui remonte du rein vers le système nerveux central et qui a un impact sur le remodelage, sur l'insulinorésistance et sur l'activation de l'inflammation. Donc l'objectif de la dénervation, c'est vraiment de dénerver au maximum le système nerveux sympathique autour du rein avec la cible efférente et afférente. D'où l'intérêt d'avoir une forte efficacité. Donc c'est une technique extrêmement innovante qui a commencé dans les années 30. Les premiers cas décrits en presque un siècle. Et la première série publiée dans le Lancet, dont je vais vous montrer l'article, c'est une série de 120 patients qui ont eu une dénervation chirurgicale, avec une hospitalisation de 15 jours, une dénervation du système D8-L1. C'était assez dur comme intervention, parce que c'était pour des hypertensions assez sévères, avant l'arrivée des traitements. Donc l'efficacité était assez inconstante, 50%. On verra qu'on a fait un peu de progrès. Et puis, en revanche, les complications étaient importantes et assez constantes. Donc ça a été abandonné évidemment avec l'arrivée des médicaments. Ça, c'est la première série publiée qui est intéressante à lire. Donc qu'est-ce qu'une dénervation rénale? L'objectif, c'est vraiment une approche interventionnelle en plus des traitements quand ceux-ci ne suffisent pas. Il y a plusieurs techniques sont possibles. La radiofréquence étant la plus communément utilisée, il y a une approche ultrasonique et puis l'alcoolisation qui est un peu moins utilisée. Il n'y a pas d'implant sur place. Vous voyez, en haut, c'est le système de dénervation qu'on a utilisé et en bas, c'est le système ultrasonique. Ça, c'est simplement du dernier consensus français publié fin 2024 sur l'ensemble des études randomisées sur le sujet. Je ne vais pas m'attarder. Là-dessus, là, vous voyez cette planche anatomique qui montre que l'innervation des artères rénales, plus on va en distalité, plus la concentration de nerfs augmente et plus elle est proche de l'artère rénale. D'où l'intérêt dans le système de dénervation ultrasonique de dénerver le plus loin possible. Voici des planches anatomiques reconstruites après vivisection et qui montrent que plus on va en distalité et plus les nerfs s'approchent de la paroi rénale. Donc notre cas clinique, c'est une patiente de 51 ans qui est hypertendue, en surpoids, qui a principalement antécédent une hémorragie arachnoïdienne dans le cadre d'une poussée hypertensive avec une épilepsie séquelaire. Elle a un CES appareillé et son HTA était résistante sous pentathérapie. Elle avait 5 traitements plus un traitement antiépileptique et elle avait une pression artérielle qui était en permanence autour de 210 mm de mercure. Elle a eu son bilan classique dans le cadre du screening, avec une fonction rénale normale, un angioscanner des artères rénales qui élimine une sténose, non seulement une sténose des artères rénales, mais une plaque au-delà de 30%. L'athérome, limite significative des artères rénales, est une contre-indication. Donc ça, c'est important pour nous. Vous allez voir à droite, ça c'est un compte rendu type, notamment le compte rendu de la patiente qui montre la description des artères rénales. Vous voyez à droite une image de reconstruction qu'on fait pour le TAVI, on fait la même chose pour les artères rénales. Et on mesure et on regarde le nombre d'artères rénales, s'il y a des artères accessoires. Et s'il y a des artères accessoires de plus de 3 mm, il faut les dénerver également. Donc la patiente a été présentée en RCP. Elle avait tous les critères du remboursement de l'HAS, parce que le cathéter est quand même remboursé que si le patient a les critères.
et le cathéter coûte environ 5 000 €, donc avoir les critères de remboursement, c'est important. Et elle n'avait aucun critère d'exclusion. Ce qui est important dans le scanner, par exemple, c'est que les artères passent entre 3 et 8 mm. Le cathéter ne permet pas de dénerver des artères de plus de 8 mm et ne permet pas de dénerver des artères de moins de 3 mm. C'est vraiment la partie technique, c'est hyper important. L'insuffisance rénale également, moins de 40 ml de DFG, c'est une contradiction parce que les patients étaient exclus dans les études. Il y a des études en cours chez l'insuffisance rénale, mais globalement, pour ces patients-là, c'est interdit. Donc on a validé ça en RCP avec le professeur Girard et aussi en RCP dématérialisé asynchrone avec une équipe dans plusieurs centres pour valider l'indication. Ça a été mis en place par le professeur Girard sur Omidoc, ça marche très bien pour les centres comme nous. On n'a pas de blood pressure clinique sur place, ça nous permet quand on a des patients de les valider par un centre expert. Donc on va arriver à l'essentiel de la présentation. Le matériel pour une procédure de dénervation, c'est globalement un matériel de coronarographie, parce qu'on pique une artère fémorale en 6F comme on ferait une coro par voie fémorale. On a besoin d'un guide d'angioplastie non agressif et qui a un bon support. On a besoin d'un cathéter qui permet d'aller dans l'artère rénale, un cathéter qui ressemble à une cathéter pour chercher la coronaire droite, souvent plus court, parce que le trajet de la radiale vers les coronaires est plus grand que le trajet de la fémorale, donc on prend des centres de 55 mm. Et quelque chose de très utile aussi à avoir en salle de cathé, c'est un collègue qui connaît bien les rénales, quand vous n'avez pas l'habitude. Donc quand vous faites votre première procédure, avoir un collègue qui a fait beaucoup de rénales, ou en angioplastie ou en dénervation, moi c'était mon cas avec le docteur Bourkaïb, qui a une grande expérience des rénales. Et ça c'est très utile, parce que pour gérer une complication d'une rénale, il faut un petit peu avoir l'habitude. Il faut avoir le cathéter. Et puis l'environnement, nous on a fait la procédure, on l'a faite sous sédation profonde, sans intubation. La patiente était sédatée avec un masque laryngé. Ça a été bien géré par l'anesthésiste. Et puis en anticoagule, on va à l'intérieur d'un réseau artériel, donc on anticoagule comme une angioplastie, environ 100 unités kilo. Le principe de ce cathéter, c'est un cathéter à mémoire de forme, donc il est droit quand il est sur un guide. Dès que vous enlevez le guide, il devient hélicoïdal, il s'adapte à l'anatomie de l'artère, donc il peut dénerver une petite artère de 3 mm jusqu'à une artère de 8. Quand vous enlevez le guide, il reprend sa forme hélicoïdale, et on a un contact important entre les électrodes et la paroi de l'artère qui permet d'envoyer l'énergie. Donc voilà à quoi ça ressemble sur un schéma. On a le guide qui arrive, le guide est droit, on enlève le guide d'angioplastie, le cathéter prend sa forme, il permet de dénerver à 360 degrés sur un petit trajet, sur 17 mm environ. Et le matériel dont on a besoin, vous voyez en haut à droite le générateur qui envoie la radiofréquence, et puis la télécommande qui permet de dénerver en envoyant l'énergie sur les 4 électrodes en même temps. Ou si vous avez une électrode qui a un mauvais contact, vous pouvez ne pas envoyer d'énergie dessus. Au moment où vous faites la portion la plus proximale de l'artère rénale, par exemple, vous pouvez éviter de faire les électrodes distales pour ne pas avoir de doublant de sites de radiofréquence. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Et vous avez la télécommande où on peut envoyer donc l'énergie de manière sélective. Et les chiffres qu'on a à droite, c'est des chiffres d'impédance. Donc ça correspond après à la résistance de la paroi artérielle aux électrodes. Et on a ensuite, une fois qu'on commence la dénervation, on a la procédure. Donc voilà à quoi schématiquement ressemble l'aspect du cathéter dans chaque vaisseau. Vous voyez en haut, dans un petit vaisseau, il est plus allongé. Et les électrodes sont en contact de la paroi. Et sur un gros vaisseau, il reprend une forme hélicoïdale. Alors, hop. Donc là, vous allez voir une angiographie des artères rénales. Ça, c'est le rein droit. On fait l'angiographie du rein droit. Là, on fait la procédure à droite. Et ensuite, on part de l'autre côté. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on commence à envoyer les impulsions. Chaque impulsion dure 60 secondes. Et on doit dénerver. Alors, je vais vous remontrer les artères rénales. Ce qui est intéressant et important de comprendre, c'est qu'il faut dénerver toutes les branches qui font plus de 3 mm. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Contrairement au premier système de dénervation rénale où on ne dénervait que la partie proximale de l'artère avec une seule électrode, là, il faut se faire toutes les branches qui font plus de 3 mm. Et chez cette sympathique patiente, qui avait beaucoup de branches, c'était sympa. Pour la première, c'est ce qu'il faut pour progresser, il faut faire tout de suite un cas difficile. Donc ça, c'est la procédure qui a duré 30 minutes de scopie. Et donc vous voyez, on est dedans, là on a mis le guide. Et puis ensuite, on monte le cathéter quadripolaire et sur chaque branche. Vous voyez que c'est assez sympa parce qu'il faut réussir à aller dans chaque branche. Ouais, ça va pas durer longtemps.
Et à chaque fois qu'on doit le retirer, il faut remettre le guide à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas jouer avec un guide, avec une sonde hélicoïdale dans les parois de l'artère, on risque de les abîmer. Chaque fois qu'on change de position, on remet le guide pour le rendre droit, et puis ensuite, vous voyez, hop, on monte pour chercher une autre artère avec des petits tests, à chaque fois 2-3 cc pour savoir où on est. On enlève le cathéter, et hop. Voilà, et ensuite on fait la fin, on fait la partie initiale de l'artère rénale tout à la fin. Et quand on enlève le cathéter, on remet systématiquement le guide, donc pour ne pas abîmer le vaisseau. Voilà, je vais avancer un peu la vidéo parce que c'est assez répétitif au final. Hein. Voilà, ça c'est mon collègue qui me dit que l'oreille gauche est bien à gauche de l'écran pour que je puisse aller bien à gauche de l'autre côté. Et c'est le même principe. On a vraiment fait systématiquement toutes les branches. Voilà, et on fait systématiquement une graphie de contrôle à la fin pour vérifier qu'il n'y a pas de dissection, il n'y a pas de perforation. La dernière graphie, c'est comme la dernière graphie en coraux, c'est indispensable. Et à la fin, vous voyez le regard satisfait de mon collègue, plus circonspect du mien. Parce que ça, c'est la description de la procédure. En pratique, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça, c'est le modèle de compte-rendu qu'on a fait pour être extrêmement précis, si jamais on doit en refaire une, et puis aussi pour les collègues, et puis pour les prochains cas. Donc il faut être le plus précis possible dans ce qu'on a fait, et on a fait plus de 60 tirs d'ablation. En moyenne, les ablations d'artère rénale, c'est entre 30 et 40 tirs, donc une vingtaine de tirs par artère. Là, cette patiente nous a gratifié de 50% de tirs en plus. La durée de la procédure est 30 minutes de scopie, donc c'est comme voilà, une angioplastie un peu compliquée. Et la patiente est sortie à J2 et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications. Ça, c'est les complications de la littérature. En résumé, c'est une procédure assez... les complications sont les mêmes que pour les voies d'abord fémorales, elles sont assez faibles maintenant. Et les événements indésirables graves à moyen long terme sont très faibles. Pour vous donner une idée de l'anatomie et de la technique pour l'ancienne dénervation, vous voyez l'artère rénale, et le cathéter, c'est juste le petit point noir qui sort. Et ça, c'est les dénervations faites dans notre service il y a une dizaine d'années, avec le premier système, et on voit qu'on dénervait simplement la partie très proximale de l'artère. Donc ça a duré un peu moins longtemps et c'était un peu moins fastidieux. Et c'est le cas d'ailleurs avec le système ultrasonique, où on dénerve que la partie proximale de l'artère, on ne va pas en distalité. Ça, c'est un vrai élément à prendre en compte. Voilà, je crois que c'est fini, ça c'est simplement la vue d'évêquement à la fin de chaque garde le matin, c'est le lever de soleil. Voilà. Merci de votre attention. 6 mm de mercure, c'est bien comme résultat. Vous avez dit, en moyenne, on gagne 6 mm de mercure. Oui, bon. On voit ton patient, Oui. Alors, le patient, c'est plutôt un succès. Il est passé de 22 de pression artérielle, 220 de pression artérielle systolique en moyenne à maintenant il est autour de 200. Donc, voilà. Non, mais c'est quand même... Juste, effectivement, et puis faire attention que c'est la différence que ce que vous montrez, les 6 mm de mercure, c'est la différence entre l'intervention factice et l'intervention active. Ce que vous voyez, vous, ça ne va pas être 6, ça va être 10, au moins, si ce n'est pas 12. Vous voyez, c'est ça qu'il faut bien... La méta-analyse, elle vous regarde la différence entre les groupes, et c'est ça qui est reporté. Et en fait, lorsque vous regardez les données individuelles pour les essais, la baisse de pression artérielle dans le groupe avant-après est toujours beaucoup plus large. C'est qu'il y a un effet factice. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, donc probablement, je ne pense pas que elle ait eu un succès majeur, votre intervention. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que 5 mm de mercure de pression systolique de baisse, dans les études épidémiologiques, ça a une réduction déjà de 10 à 20% des événements, dont les décès. Donc attention avec ce mot, c'est-à-dire la musique, au départ, ça a été c'est magique, ça fait baisser la pression artérielle de 30 mm de mercure. Puis derrière, ça a été ah mais non, c'est gouré, tout est faux, il n'y a rien. Et puis maintenant, on démontre que c'est un bénéfice, et maintenant, la musique, c'est ah ouais, mais c'est tout petit. Non, c'est inexact. C'est qu'attention, c'est la différence qui est rapportée dans les essais, puisque c'est le critère d'évaluation. Or, à chaque fois que le professeur Girard ou vous-même, vous voyez un malade, l'effet que vous allez avoir, il est double.
les médicaments, donc ça va être ça, mais votre effet à vous, votre présence, vous, elle va être ça. D'accord ? Puisque vous allez avoir un effet placebo aussi. Donc c'est toujours ce qu'on observe. Quand vous êtes soigné, vous n'allez pas avoir un tirage au sort. Vous n'allez pas avoir Michel, est-ce que... hop, je vous tire au sort. Non. Est-ce qu'on pourrait justement dans cette voie-là tirer une information qui est très difficile à publier ? Tu fais partie des gens, moi aussi, il y a le docteur Cabane qui est là, qui nous avait aidé à avoir les premiers patients. Ça fait 15 ans, 10 ans qu'on fait des dénervations. Moi, tous les patients qui ont une dénervation, il n'y en a pas un qui a fait un accident vasculaire cérébral. Et je voulais savoir si tu avais le même ressenti. C'est complètement clinique, mais est-ce que tu as eu des accidents ? Moi, je n'en ai pas eu. Non. Et voilà. Non. Alors, c'est des hypertensions extrêmement sévères. Ouais, absolument, voilà. absolument. Mais malheureusement, on n'aura jamais... Il faut bien vous enlever de la tête qu'on n'aura jamais un essai de mortalité, morbidité, compte tenu du risque résiduel connu aujourd'hui. Il faudrait mettre 25 000 malades dans chaque groupe pour pouvoir démontrer un bénéfice. Bon, personne ne va le faire. Hein, voilà. Alors, si quand même, vous m'avez fait souffrir beaucoup, parce qu'il y a vraiment des recommandations françaises qui sont publiées dans Archives of Cardiovascular Disease, votre camarade a cité, mais que vous n'avez pas cité. Donc voilà, la prochaine fois, quand vous parlez à des Français... oui, mais tu as été cité avec ton papier du Lancet, Michel, c'est pas mal quand même. Je parle des recommandations françaises, parce qu'on sait aussi, oui, ça fait partie... Ils les ont bien appliquées quand même. Ah mais bien sûr, non, mais c'est juste pour vous dire, n'oubliez pas qu'il y a aussi les Français qui travaillent. Question... Nassim, on a quand même l'impression que ce cathéter, il va même dans des artères un peu plus petites que 3 mm. On pourrait y aller. Ah, oui, ouais. Alors on n'a pas pris trop de risques, on n'est pas allé dans des artères, on n'est pas allé trop loin pour éviter d'avoir des complications sur le premier cas. Ouais. Mais il est assez souple. Ouais. On a utilisé un guide très compliqué, on a utilisé un guide... Effectivement, il est assez souple. On peut l'emmener quasiment où on veut. Combien de temps pour 30 minutes de scopie, ce qui fait en temps de procédure, à peu près 1 heure, 1 heure et demie, entre l'installation du début jusqu'à la fin. Mais l'autre caté, il est beaucoup plus facile. Oui, Michel, justement, parlons des différents cathés. Ça restera entre nous. Est-ce qu'il y a, en termes d'efficacité, une différence entre la radiofréquence et l'ultrason ? Moi, j'ai l'impression que oui, mais je voudrais ton avis. Alors, il n'y a eu qu'un seul essai qui a comparé radiofréquence avec le cathéter spiral et le cathéter de dénervation par ultrason. Mais c'est une étude dans un seul centre qui a été faite en ouvert. Qu'est-ce qu'elle démontre ? Que lorsqu'on fait une ablation avec le cathéter à ultrasons des artères principales, juste les troncs, d'accord, et qu'on la compare à l'ablation que vous avez faite, c'est-à-dire vous avez dans les branches, vous avez tiré 60 fois, la baisse de pression artérielle, elle est supérieure dans le groupe avec ablation à ultrasons. Elle n'atteint pas le degré de signification statistique, mais elle est plus large. En revanche, elle est complètement significativement plus élevée si on utilise le cathéter Medtronic uniquement dans le tronc. Donc en gros, voilà, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un prix à payer qui est d'aller partout, ce que vous avez dit, ce qui est long, etc., par rapport aux ultrasons, où l'intervention est beaucoup plus rapide. C'est 7 secondes, je crois. Voilà, c'est ça. Non, c'est 3 secondes, voilà. Et puis, donc, paf, vous faites 3 ablations d'un côté, 3 ablations de l'autre, et vous partez. Donc ça, c'est un des points. Et la méta-analyse en réseau qui a été faite, publiée très récemment, montre une supériorité, probablement parce que c'est plus facile. Il y a un côté comme ça, quoi. C'est-à-dire que vous avez été... nous, on a fait les trois techniques et c'était un peu notre impression que les ultrasons, ça marche bien. Aussi parce que tu stabilises le ballon dans l'artère, tu as le ballon. Est-ce que tu as des informations concernant l'accès en France de ce système RICOR, c'est comme ça qu'il s'appelle, à ultrasons? Ça va venir vite, pas vite? Absolument. Là, Quand on attend le remboursement avec exactement pareil pour le mois de juin. Il se trouve que... Juin 2025 ? Oui. Il se trouve que... donc, ils ont fait la demande en même temps que Medtronic pour le remboursement. Mais Medtronic, il y a un seul cathéter. Et donc, le remboursement est pour un cathéter. Mais pour RICOR, tu as des cathéters de taille différente en fonction de l'artère. Donc, là, c'est... RICOR veut le remboursement de la procédure, mais pas par cathéter. Et ça bloque sur le mot procédure cathéter. Voilà, c'est tout. Donc, on en est là. Donc, il y aura... On va l'avoir en France, donc... remboursé. Absolument. Sur les mêmes indications. Sur les mêmes indications, quadrithérapie. Quadrithérapie.
pourquoi on a écrit nos recommandations? Parce que la HAS ayant donné, finalement, ouvert la porte, à force de la bagarre quand même, a ouvert la porte avec la quadrithérapie, que nous, en tant que société savante, on dise, on peut quand même, parce qu'il n'y a aucune évidence sur le choix de la HAS. Hein. C'est pas fondé sur l'évidence scientifique. C'est souvent comme ça, la HAS. Voilà. Hein. Le S de HAS, c'est pas scientifique. Hein. Voilà. C'est subjectif. Haute autorité subjective. Bon, je pense qu'il faut avancer. Oui. Merci Michel, en tout cas, merci à tous. Hein.